Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne du lecteur nomade. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo là où je discute de manière un peu non en freestyle. En freestyle, de livre que je lis en ce moment, que je lis actuellement, qui est Négritude et Négrologue. Livre que franchement j'ai de la difficulté à le lire. J'ai de la difficulté à saisir un peu, beaucoup de choses qui sont écrites dedans. Je pense que ouais, je sais pas si je vais laisser tomber, mais pour me continuer à me motiver, j'ai décidé de ne pas lire chapitre par chapitre, mais de plutôt sauter à d'autres chapitres, un chapitre que j'ai sélectionné dans le livre que je trouvais quand même intéressant, qui me parlait. Et ce chapitre-là s'intitule Le musée dans le système éducatif et culturel contemporain. Donc, bon, déjà là, avec un titre comme ça, tu dis, ok, musée, d'accord. Éducation, d'accord. Ok, ouais, ça devrait quand même être intéressant. Donc, on peut dire que Ado TV, lui, juste basé sur ça, qu'il a une vision du musée qui est plus éducative que de simplement peut-être le divertissement. Hein? Ce qui pourrait être le cas, je pense qu'aujourd'hui, un peu, d'une certaine manière, là, dans les musées, de manière générale, un peu d'être diverti, de peut-être éveiller quelque chose dans notre âme, etc. Donc, je voulais un peu certains passages que moi, j'ai trouvé quand même intéressants. Euh, donc, bon, on va commencer avec ça. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, euh, voyons de près les arguments qui sont au moins de trois ordres. Si, sur le plan personnel, le musée est une source irremplaçable d'enrichissement, sur le plan de la collectivité, le projet qui créa en France, par exemple, les musées, n'était-il pas d'apporter au peuple la connaissance? 2. Connaître d'abord son pays, seule base solide du présent qu'on est appelé à construire, n'est-ce pas là un idéal de vérité à offrir à ces peuples qui cherchent leur voie? 3. Quelles que soient les imperfections, ne devrions-nous pas considérer le musée comme un contact direct avec la réalité que peuvent livrer une amélioration de la présentation et les moyens d'animation, de publicité et de propagande moderne? Bon, là déjà, je pense que... Bon, le premier argument, bon, évidemment, ça, l'idée là, c'est oui, vraiment d'apporter la connaissance au peuple. Ça, je pense que comme ça fait du sens pour tout le monde. Hein. De connaître son pays d'abord. Hein. N'est-ce pas là un idéal de vérité à offrir à ces peuples qui cherchent la voie? Je pense encore ça fait du sens, right? Et quelles que soient les imperfections, ne devrions pas considérer les musées comme un contact direct avec la réalité que peuvent les... Oh, je pense aussi là. Je pense il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc là, si on va plus loin, bon, déjà, il y a des trucs là que je me rappelle qui disait, putain, un peu une critique un peu, mais que souvent on parle beaucoup de la culture en Afrique, en tout cas moi ce que j'entends, hein, je sais pas pour vous, on me dit, ah oui, il faut garder la culture et tout, euh, mais à un moment comme tu dis, les musées, ça sert un peu là d'immortaliser certaines choses. Euh, Puis c'est pas toujours des choses qui vont nécessairement être qu'on va encore utiliser aujourd'hui. Euh, Tu sais, je prends, je sais pas moi, je, je ça, bon, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est le cas. Je pense que lorsqu'on parle des les Japonais, les samouraïs et tout, probablement il y a des musées là où il va voir les samouraïs, mais aujourd'hui, l'époque des samouraïs, elle est révolue. Il y a plus de samouraïs aujourd'hui. Moi qui, et ça, ben, comme à l'époque, ça existe plus. Tu peux trouver des gens qui peut-être qui vont s'habiller comme ça, qui vont utiliser l'épée comme ça et tout, mais c'est plus des trucs qu'il y a. C'est révolu. Et donc ça, donc cette époque-là a été immortalisée dans les musées.
Et pour le cas de l'Afrique, je pense qu'il y avait un des passages là que je vais lire. Il disait, ah, mais que en Afrique, c'est tout ce qui est un peu qui est par rapport la culture, les valeurs, les danses, c'est des choses qui sont encore là. Donc, c'est pas, il n'y a pas de décalage, c'est encore, ils sont au même niveau. Donc, ce qu'on voudrait, par exemple, mettre dans les musées et tout, puis histoire d'immortaliser, c'est encore dans la culture actuelle du jour. Donc, ça, bon, ce que je comprends, il trouvait ça comme si c'était un peu un problème, puis je peux comprendre de ça. Mais continuons. Je ne parle pas encore du patrimoine. Je parle de fantasmes et je dis, puisqu'il faut exprimer à partir d'une certaine vision de l'Afrique que les statuettes, les rites, les danses, toutes ces réalités qu'on donne pour affirmer notre personnalité ne se trouvent nulle part dans aucun musée. Encore moins dans les musées que l'on rencontre sur le sol africain. Ces choses, les danses, les statuettes, l'héritage, se rencontrent encore en Afrique, mais très loin des centres d'approvisionnement pour touristes et tout autre apprenti de la caméra. Les danses, les rites, les masques, la vérité quotidienne sont vécus de manière réelle sous tous les yeux dans la vie publique, dans chaque geste individuel ou collectif, par des hommes et des femmes en chair et en os, et non pas de manière honorique ou fantasmagorique, dans les ouvrages spécialisés d'africanistes et dans les salles d'exposition temporaires ou non temporaires. Pour être encore plus précis, il s'agit de prendre position, ici comme ailleurs, contre tous ceux qui veulent faire du tiers-monde et du continent africain en particulier un musée. C'est-à-dire au-dessus de la profusion du sol et du sous-sol, une vitrine de squelettes d'argile et de mannequins mortellement ennuyeux. Il s'agit enfin d'une manière générale de savoir qu'une nouvelle civilisation s'élabore au moyen depuis 1968, en dehors de celle qui s'entête à faire des musées, une institution et des hommes une marchandise. Mais qu'est-ce donc qu'un musée et comment, par une pratique muséographique vraiment humaine, aboutir à une culture enfin responsable? Bon, bref, bon, l'idée principale là, que je voulais dire, là, justement, là, c'est là qu'il le dit. Moi, qu'aujourd'hui, hein, ce qu'on mettrait un peu dans les musées, la culture et tout, elle se vit encore là, c'est côte à côte. Donc là, ça, il dit, est-ce qu'on veut faire là, du tiers-monde, du continent africain, en particulier un musée? Là, bon, c'est là que c'est pas nécessairement clair, j'ai l'impression que c'est un peu une critique. Mais je suis pas complètement sûr pour ça, franchement. Ça, je suis pas complètement sûr. Donc là, si je saute à un autre passage. Puis ouais, évidemment, là, c'est un peu là sans contexte. Hein, je lis qu'est-ce que les trucs, puis je commente. Mais ouais. En ce sens, le musée n'est pas comme on le prétend généralement. Coupé de l'enseignement, il est très correctement la matérialisation d'une certaine vision de l'homme à travers les différents systèmes éducatifs et culturels existants. Bon, ça je l'ai souligné. Mais j'ai pas tant de commentaires là-dessus maintenant qui me vient. Le musée dans sa pratique traditionnelle est l'aveu même d'un projet. Donner à ceux qui n'ont pas accès à la culture un mythe qui soit à la fois propédeutique à la conscience qu'ils doivent avoir et la conscience qu'ils doivent avoir pour être ce qu'ils sont, c'est-à-dire paralysés, dociles, soumis, drogués, bref, étrangers à eux-mêmes et mûrs pour assurer la tranquillité sociale sous la protection des grands ancêtres. Dans sa structure latente, le musée est bien dans un rapport de complémentarité et de complicité avec l'éducation. Et si l'éducation interpelle l'individu en sujet, le musée l'interpelle en
bon citoyen. Fausse conscience à une situation réelle, le musée répète sur le plan national pour des personnes d'âge et de niveau inégaux les cours magistraux des universités. Et sur le plan international, il ne se contente pas de nourrir l'assistance technique, mais demeure l'âme de ce système raffiné de charité préventive que l'on appelle la coopération. Donc, ouais, moi je suis quand même d'accord avec cette idée-là. Hein. Je pense qu'encore là, c'est comme je le disais tantôt, cette idée-là que c'est un endroit là où euh, d'éducation. Hein. Euh, ouais. Euh, allons plus loin. Bon, ça, je sais pas si j'avais des commentaires là-dessus, mais encore là, je l'ai souligné. J'essaie de voir. Partir là. Ici, on peut toujours. Ok. Pas trop de choses à dire là-dessus ici. Ah, ok, ouais. Ça, c'était quand même intéressant. Bon, lisons le paragraphe au complet, puis je commenterai. Une partie plutôt. L'expérience prouve qu'il réclame le plus souvent. Bon, quant au pays demandeur, l'expérience prouve qu'ils réclament le plus souvent une mission pour dissimuler leur volonté de ne rien changer à la situation existante. Donc là, ils critiquent les pays là, les pays africains évidemment. Right? Les propositions de l'expert seront si coûteuses qu'elles justifieront un attentisme raisonnable. Au reste, la mission est le plus souvent sans intérêt, ou bien le pays, à cause de l'absence de moyens financiers, de l'insuffisance du personnel d'exécution, n'est pas prêt au changement. Ou alors, il est si engagé dans son propre projet que l'expert n'est appelé que pour confirmer l'essentiel de décisions déjà prises. Dans tous les cas, des missions est toujours exorbitant. Dans tous les cas, le coût des missions est toujours exorbitant. On remarque que dans certains pays visités, le budget d'une mission voyage, frais de séjour, honoraires représente 3 à 4 fois le budget annuel de tous les musées. Et l'on est certain que l'expert a un salaire 5 fois ou moins supérieur à celui du directeur des musées du pays. Cette situation est d'autant plus regrettable que l'on a déjà vu, en espace de 2 ans, 4 à 5 experts visiter des pays voisins appartenant à la même région et ayant souvent même des problèmes similaires. Sans oublier les missions dans les mêmes pays, à peu d'intervalle, d'organismes rivaux ou différents pour résoudre les mêmes problèmes. D'une manière générale et sans préjuger du fond, de telles missions sont, soit par manque de coordination, insuffisance de moyens, absence de sérieux, sans aucun rapport avec la réalité et par conséquent condamnées à une très grande inefficacité. Et pour le fond, elles visent objectivement à faire prévaloir la supériorité du modèle culturel européen. Ainsi, par la force du système et sous le prétexte de l'art, l'expert finit par défendre la suprématie culturelle des pays industrialisés, confirmée par la puissance économique, technologique et idéologique. Donc, bon, clairement, on voit qu'il critique un peu la manière dont les pays, on va dire, le budget utilisé pour les musées. Donc là, j'imagine qu'il en a certains en tête, mais bon, il n'en nomme pas. Mais c'est ça, il semble que ça, le budget est mal géré, que les gens et les experts, comme qui dit, vont être beaucoup plus payés que le directeur du musée. Donc, je dis ça en gros là, de manière générale. Et dans le passage précédent, dans la page précédente, là, il décrit un peu qu'est-ce que c'est un expert. Il dit, bon, un expert, c'est un homme qui, à cause de sa formation, est appelé à fournir des avis à partir de constatations clairvoyantes des gens lucides. Nous pouvons indiquer brièvement les raisons de son échec et montrer comment d'importance relative dans le domaine
dans le domaine technique. Car ici, on peut toujours réévaluer, corriger et rectifier. Cet échec est le plus souvent dans le domaine culturel, catastrophique en tant qu'il crée et développe des mouvements irréversibles. Dans le cas des musées, le projet ordinaire n'est suivi d'effets qu'exceptionnels. N'est suivi d'effets qu'exceptionnellement. Les raisons de ces échecs sont de plusieurs natures. L'expert est parfois mal choisi, parle mal la langue du pays visité, n'en connaît que superficiellement les problèmes à la suite d'un séjour trop court, ne peut envisager la culture, les besoins, les conditions pratiques que de l'extérieur. Son statut de semi-diplomate lui interdit certains contacts, certaines franchises, la place à un niveau matériel et social comparable à celui d'un touriste. Enfin, une fois chez lui, l'expert rendu à ses tâches quotidiennes dans sa propre situation n'est plus en rapport avec le pays où il a effectué sa mission. Plus grave, l'expert est dans son rapport de mission, tend à décrire un type d'idéal d'institution, celle précisément qu'il souhaiterait avoir chez lui. Donc déjà on voit chez lui plus que précisément car au nom de sa propre expérience qu'on lui demande des solutions modernes et nouvelles. Donc là, bon, de ce que je comprends, lorsqu'il parle des experts, c'est pas des experts qui viennent du pays, donc probablement des experts de l'extérieur, fort probablement de l'Europe, ce qui pourrait peut-être expliquer la raison pour laquelle les experts sont payés beaucoup plus, ici, salaire 5 fois au moins supérieur à celui du directeur de musée. Quand là, je ne sais pas de quel pays il parle, mais ouais, ça amène à la réflexion, hein, ça amène à la réflexion. Un autre passage. Ouais, ça c'était quand même intéressant. Qu'y a-t-il en effet de commun entre la vision de l'art dans l'Afrique traditionnelle et celle que l'Europe a de ses productions artistiques? Rien, sinon qu'on commence seulement à admettre l'existence d'un art africain. Or, pour l'Africain, il n'y a pas plus de normal que l'activité artistique. L'art peut mourir parce qu'il participe de la vie humaine. Ce n'est pas la figure d'une réalité hypostasiée, c'est l'écorce de la vie. Dans l'assiette du temps, l'art est mortel précisément parce qu'il indique, comme le remarquait Hodelring pour le poète, que c'est artistiquement que l'homme habite sur cette terre. C'est par conséquent une chose sérieuse et redoutable d'être artiste. Donc, là, bon, le fait qu'il dit là, c'est vraiment la première, la première ligne que je trouve intéressante, qu'il n'y a pas de lien commun entre l'art africain, traditionnel africain et l'art européen. Et encore là, ça me fait me poser la question, parce que moi, je suis loin d'être un expert, mais de ce que je comprenais un peu là des arts africains, c'était vraiment ouais, c'était utilisé dans des rites, c'était utilisé dans des cérémonies, utilisé pas des trucs pour décorer comme on le voit un peu aujourd'hui pour l'art, ouais, je sais pas, la moderne contemporain, même autre, là, l'art de manière générale. C'est pas dans ce sens-là que les gens les utilisaient. Et peut-être que je me trompe, hein, mais à ma connaissance, c'était pas le cas. Donc, là aujourd'hui, avec notre vision peut-être occidentale, on regarde l'art africain, et là je me dis, mais est-ce que c'est même pas un terme qui est trop chargé, art africain, par rapport à comment c'était utilisé avant, hein? Là aujourd'hui, non, je ne doute pas qu'il y a des gens de ma génération, un peu plus vieux, qui vont mettre des objets d'art africain chez eux, et etc. Mais à l'époque, c'était pas nécessairement le cas. Là, après, est-ce que ça justifie de ne pas redonner les objets d'art africain à chaque pays? Bon, je rentre pas dans ce débat-là. Je pense que comme tu dis, ouais, probablement, il faudrait qu'ils le fassent. Mais là, après, est-ce qu'ils ont l'autorité, le pouvoir de demander, d'imposer ça aux anciennes puissances coloniales? Je pense pas. Donc, je pense que à ce niveau-là, si c'est de l'art qu'on veut,
pense qu'on peut simplement... en- en- je pense qu'on peut simplement encourager les jeunes à aller vers l'art, puis faire en sorte que ce soit lucratif. Mais je pense pas que ce soit l'objectif là en Afrique. Donc, c'est ça. Bon, ouais, ça ici, je sais pas à quel point c'est pertinent à dire. Bon, je pense qu'on est déjà à 22 minutes là, donc je vais pas nécessairement continuer plus longtemps. Mais moi, je trouve ce livre-là, cette partie-là, de l'affaire de musée et tout, c'est comme outil d'éducation. Je trouve ça quand même intéressant. Et ça immortalise le tout là, vraiment comme ça. Tout le monde voit les choses sur papier et on peut dire, ok, oui, ça c'est. Je sais pas, disons, c'est un musée là sur. Je sais pas moi, X pays et tout. Et on va prendre le Rwanda. Un musée là où on pourrait exposer ce qui s'est passé durant le Rwanda, comment chaque groupe a vécu la chose, des témoignages, etc., etc. Comme ça, là, comme je dis, ça immortalise la chose. Je sais pas s'il y a ça là-bas, mais s'il y a ça, peut-être ce serait une bonne chose. Ça démontrerait, ça démontrerait que, bon, là, maintenant, on est passé un peu par-dessus ça. On est capable d'en parler. Il y a plus ce tabou-là, etc., etc. Donc, bon, je donne des nouvelles, là, si je continue à lire ce livre, je sais pas à quel point. Il y a d'autres chapitres, là, que je vois qui sont quand même... mais qui ont piqué mon intérêt. Mais, ouais, c'est pas les trucs les plus... Donc, je vois, par exemple, la conclusion, là où c'est écrit «Black is beautiful». Donc, ça, j'ai une petite idée de qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça. Euh, donc, ça, je pense que ça devrait être bien intéressant. Sinon, il y a cet nouveau livre que j'ai lu. Que j'ai lu. Je ne l'ai pas encore lu, en fait, c'est pas vrai. Je l'ai acheté. Ça, c'est encore Axel Kabou. Euh, Comment l'Afrique en est arrivée là. Ce livre-là est définitivement beaucoup plus lourd. Je suis au deuxième chapitre, je pense. Non, c'est pas vrai. Je suis au chapitre 1 encore. Je suis au chapitre 1 et c'est beaucoup plus lourd. C'est pas un essai là, vraiment, on parle un peu là d'économie, de politique. Bon, ok, politique, c'est pas exactement le bon mot, mais c'est un peu plus, on va dire, chargé au niveau vocabulaire. Je sens que je vais avoir la difficulté avec un peu, pour être honnête. Mais je pense que ça va quand même être intéressant. On va expliquer un peu comment l'Afrique en est arrivée là. euh, et suite à son premier livre. Et si l'Afrique refusait le développement. Donc je pense que ça va probablement, il va avoir des points par rapport à ça. Donc je continue là-dessus. Je ferai normalement une vidéo là-dessus la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. En tout cas, bref. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ben, je vous remercie. Désolé pour le fait que ce soit un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est la meilleure manière un peu là de présenter. Bon, c'est pareil, c'est pas la meilleure. Je pourrais faire mieux, mais bon, avec, disons, là où j'en suis en ce moment, c'est ça qu'on a. On va améliorer les choses petit à petit. Et puis, c'est ça. Donc, je vous remercie. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.